Titan, Encelade, Mimas, Rhea, Hyperion ou Janus. Comptent en commun tous ces personnages mythologiques. Ce sont tous des satellites de la seconde planète la plus grosse de notre système solaire, Saturne. Ces objets du système saturnien sont tous l'objet du beau livre « Les mondes de Saturne », publié l'année dernière par nos deux invités, Alice Le Gall et Sandrine Vinatier. Ce soir, voyage en orbite de Saturne, nous sommes le mercredi 24 janvier 2023, vous écoutez l'épisode de 502 de Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, donc, nous avons une vraie table d'enregistrement physique, contrairement à d'habitude, depuis Paris, avec moi-même, Johan Mazoyer, et puis mon comparse Topo, depuis Paris. Bonsoir. Et donc, nos deux invités, Alice Le Gall. Bonsoir. Et Sandrine Vinatier. Bonsoir. Alors, bonjour à toutes les deux, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Alice Le Gall, tu es enseignante-chercheuse à l'Université Versailles-Saint-Quentin et au laboratoire Atmosphère Observation Spatiale, qui est le LATMOS. Et puis, Sandrine, tu es quant à toi chercheuse CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qui est le LESIA, qui est un laboratoire de l'Observatoire de Paris PSL, et nous sommes proches collègues parce que c'est là où je travaille, donc pas dans le même bâtiment, mais pas loin. On est très collègues. Est-ce que vous pourriez commencer par présenter peut-être un petit peu aux auditeurs votre parcours et vos travaux? On commence peut-être par Alice. Oui, alors j'ai un parcours scientifique assez classique, j'ai fait un bac S et ensuite des classes préparatoires. J'ai intégré une grande école, donc il y a quand même pas mal, il faut le savoir, dans les astrophysiciens de gens qui ont une formation d'ingénieur. Donc en l'occurrence, moi j'ai fait l'école Supélec, qui est maintenant fusionnée avec Centrale pour s'appeler Centrale Supélec. Et puis je me suis beaucoup ennuyée en école d'ingénieur. À part pendant mes stages que j'ai choisi de faire en lien avec le domaine du spatial ou de l'exploration. Donc j'ai fait un premier stage en CNES et un stage de fin d'études à l'Observatoire de Meudon où vous êtes tous les deux et qui m'a passionnée. Et pendant lequel j'ai découvert l'existence à l'époque on appelait ça un DEA, maintenant on appelle ça un Master 2, donc le DEA d'astrophysique et d'astronomie et méthodes associées. Au même moment, j'ai été embauchée chez France Télécom et en fait, j'ai démissionné au bout d'un jour, c'est vrai. Un jour. D'accord. L'appel de Titan. Et pour faire ce fameux DEA et finalement un stage qui a mené à une thèse, donc j'ai soutenu, ça commence à dater, c'était en 2007. Après cette thèse, j'ai fait un postdoctorat, en fait 3 ans de postdoctorat aux États-Unis, au JPL, donc un postdoctorat financé par la NASA. Où là j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que on va en parler. J'ai travaillé autant ma thèse c'était sur un instrument qui devait partir sur une mission qui finalement a été annulée, une mission vers Mars. Et enfin, pendant mon postdoctorat, j'ai pu travailler sur les données de Cassini, en l'occurrence de l'instrument radar de la sonde Cassini, donc qui était déjà en orbite depuis 4 ans autour de Saturne. Et donc j'ai eu l'opportunité enfin de travailler sur des vraies données dans le cadre d'une mission absolument magnifique. Et puis finalement, après ces 3 ans et demi de postdoctorat, j'ai été recrutée donc au LATMOS, qui est en fait une version un peu modifiée du laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse qui n'existe plus. Et puis j'y suis maintenant enseignante-chercheuse depuis 2011. C'est ça. Merci. Et puis Sandrine, quant à toi, du coup? Donc moi j'ai un parcours aussi un peu classique, disons, un peu finalement comme Alice, sauf que j'ai pas fait d'école d'ingé. Donc pareil, j'ai fait un bac S. Ensuite j'ai été en prépa, donc pas loin d'ici d'ailleurs, à Paris au lycée Buffon. Donc d'accord. Et ensuite, donc moi par contre je voulais pas être ingénieur, donc j'ai pas candidaté dans les écoles d'ingénieurs. Je suis retournée à la fac et là j'ai fait un magistère de physique. Et ensuite, je suis allée en DEA d'astrophysique, celui de Paris.
pour faire une thèse. Donc moi, c'était la planétologie qui m'intéressait. Donc à ce moment-là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était là où la mission Cassini est arrivée. Donc elle est arrivée en 2004. Donc voilà, il y avait une thèse de proposer à l'Observatoire de Meudon. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, donc c'était assez extraordinaire. Hein. Vraiment, j'appuie sur le fait que c'est vraiment une chance d'arriver au moment vraiment au début d'une mission, surtout telle que celle de Cassini. Et voilà, on pourra en reparler tout à l'heure de la genèse de Cassini, mais bon, il y avait quand même énormément de gens qui avaient beaucoup travaillé. Et voilà, nous on arrive au moment où les données arrivent, donc c'est plus que royal, quoi. Donc j'ai fait ma thèse et ensuite j'ai fait un postdoc du coup au laboratoire de météorologie dynamique. J'ai pas dit, mais ma thèse je l'ai faite au LESIA aussi, et donc là où je travaille actuellement. Ensuite donc 1 an de postdoc en France. Ensuite je suis partie 2 ans aux États-Unis et j'ai été recrutée en 2010. Voilà, donc dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse au LESIA. Si je peux dire un truc là en t'écoutant, en fait, je réalise que on s'est connus en DEA en 2004, donc ça fait exactement 20 ans qu'on se connaît. 20 ans. D'accord, donc ça fait longtemps que vous travaillez ensemble et donc oui, effectivement, ça vient sur la question d'après, c'est que donc je suis tombé sur votre magnifique livre Les mondes de Saturne qui a été publié la dernière chez Belin et donc pour celui-ci vous avez réuni 4 experts et expertes de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes. Donc avec en plus de vous, il y a Sandrine Gerlet et Sébastien Charnoz et que nos auditeurs connaissent déjà parce que c'est un collègue de Topo que nous avions déjà invité en 2021 pour l'épisode 452 de Podcast Science, mais rien à voir avec Saturne, c'était un épisode sur l'origine de la Lune. Qui était très intéressant. Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse de ce livre? Comment est-ce qu'il est parti? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce bel ouvrage? Le point de départ, je dirais, c'est la fin de la mission Cassini. Donc, la mission Cassini, sa mise en orbite autour de Saturne, c'est 2004. Elle va y rester plus de 13 ans. Et le 15 septembre 2017, la sonde est plongée dans l'atmosphère de Saturne pour un voyage sans retour. Et nous, les 4 auteurs, Sébastien encore plus, ça faisait plus de 10 ans qu'on travaillait sur cette mission, donc on s'est un peu senti orphelin, sans famille, parce que c'est une aventure scientifique, mais c'est aussi vraiment une aventure humaine. On grandit ensemble, on vient de se le dire là. Et puis c'est Sandrine Gerlet qui a eu cette idée qui est venue me voir et qui m'a dit et si on écrivait un livre pour prolonger l'aventure, mais aussi parce que et c'est objectivement c'était le bon moment pour faire un bilan des connaissances après toutes les données, les observations engrangées par Cassini et sachant qu'il n'y aurait pas d'autres missions vers le système de Saturne avant très très longtemps. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ce qu'on voulait aussi, c'était donc effectivement faire le bilan un peu de tous ces résultats, mais aussi expliquer un peu les méthodes scientifiques aux personnes qui sont pas forcément habituées à ça. Donc, il y a un petit peu 2 niveaux de lecture dans ce livre. Il y a des encadrés un peu plus pointus sur des méthodes pour vraiment décrire comment on fait la science concrètement, les mains dedans, quoi. Donc, c'était aussi un point important qu'on voulait mettre en avant. Eh bien, très bien. Chers auditeurs, je vous propose d'attacher vos ceintures, éteindre la lumière et puis commencer à se tourner vers le ciel. Sandrine, donc comme tu nous l'as dit, tu as fait presque toute ta carrière sur une sonde dont les données ont révolutionné notre compréhension de Saturne et de son système. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette mission Cassini-Huygens ? Ça marche. Donc c'est l'une des plus grosses missions spatiales en fait qui a jamais été lancée finalement. Donc c'était une mission conjointe de la NASA et de l'ESA, avec la NASA qui avait développé et conçu le gros module, donc la sonde elle-même qui a orbité autour de Saturne. Cette sonde-là, faut bien se représenter que c'était quelque chose de vraiment gros. Souvent, on la compare à un bus. Donc, elle fait, si on la pose au sol et qu'on la met verticalement, elle fait 6 mètres, quasiment 7 mètres de haut. Donc, comme si on atteignait le niveau bas du 3e étage, quoi, d'un immeuble. Donc, c'était quand même vraiment quelque chose de gros, plusieurs tonnes. 12 instruments et donc voilà, donc développé par la NASA et à cet ensemble-là était accroché un module de descente Huygens, donc qui lui descendait. L'objectif était de descendre dans l'atmosphère de Titan, étudier Titan, son atmosphère, sa surface. Et ça a été développé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il y avait sur Huygens 6 instruments, donc c'était surtout du coup des mesures in situ. Et la sonde Cassini, elle, avait des instruments à la fois de télédétection, donc des caméras, des observations en infrarouge proche, lointain, etc., donc des spectromètres,
Et aussi des mesures in situ, avec dans le passage soit à basse altitude, entre guillemets, hein, donc on verra tout à l'heure, mais si on en parle, typiquement 1000 km au-dessus de l'atmosphère de Titan, il y avait déjà des molécules à détecter. Il y a eu des mesures dans les anneaux aussi de fait, donc ça c'était vraiment fait avec des spectromètres de masse et couplé à surtout des spectromètres de masse. Et dans l'atmosphère de Titan, il y avait aussi sur Huygens des mesures in situ réalisées par cette fois-ci aussi un spectromètre de masse, mais couplé à de la chromatographie en phase gazeuse. Il va falloir que tu nous définisses peut-être un tout petit peu ce que c'est que le spectromètre de masse. Donc c'est un ensemble. Donc c'est un instrument assez gros, généralement plutôt complexe, qui va aspirer des composés. Donc ça va être de l'atmosphère là en l'occurrence, ou ça pourrait être des particules de glace, des anneaux ou autre chose. Et donc ça va être séparé en fonction par ionisation souvent. Donc ça va être, les molécules vont être découpées et vont se séparer ensuite par masse en fait, masse sur charge. Donc elles vont être ionisées et en fonction de leur masse et de leur charge, elles vont être déviées par un champ soit électrique, soit ou magnétique. Ça dépend des types de spectromètres et ça va être détecté en fait à différentes positions sur le détecteur en bout du spectromètre de masse. Et donc ça c'est vraiment l'instrument le plus important pour les mesures in situ, en fait, pour vraiment comprendre la composition d'une atmosphère. Donc voilà, il y avait un spectromètre de masse sur Cassini et un spectromètre de masse aussi sur Huygens. Pour que je me représente bien, un spectromètre de masse, donc ce détecteur, il détecte quoi exactement? C'est une balance? Ça va détecter un signal, plutôt un signal électrique, un impact en fait. D'accord, un impact, et en fonction de la charge, on va déduire la masse de l'objet, ou juste parce qu'il a été dévié? Il va être plus ou moins dévié en fonction de sa masse. Plus il va être gros, par exemple, plus il va être dévié. Du coup, il va atterrir à des endroits différents sur le détecteur. Donc là, ça permet vraiment d'identifier la molécule en question. Et l'autre question que je me posais, c'est, donc vous disiez que à 1000 km au-dessus du satellite Titan, vous aviez détection de molécules. Qu'est-ce qui se passerait si on faisait la même chose à notre échelle, par exemple au-dessus de la Terre, 1000 km au-dessus de la Terre ou 1000 km au-dessus de la Lune? Est-ce qu'on aurait... Alors, au-dessus de la Lune, on verrait rien, parce que du coup, il n'y a pas d'atmosphère. Okay. Au-dessus de la Terre, en fait, on serait déjà beaucoup trop haut. En fait, l'atmosphère terrestre, typiquement, elle s'arrête vers 500 km, grosso modo. C'est là où on a ce qu'on appelle l'exobase, donc c'est là où les molécules c'est extrêmement peu dense et on considère que ça s'échappe vers l'espace. Voilà, c'est plus relié à la gravité de la planète en question. Donc sur la Terre, c'est plutôt vers 500 km. Donc c'est le niveau où il y a la station spatiale orbitale, typiquement. Enfin, elle est même un peu plus bas d'ailleurs. Et alors que sur Titan, 1000 km, c'est quand même 2 fois plus haut. Et là, on a déjà énormément de molécules en fait qu'on détecte dans l'atmosphère de Titan. Ce qui veut dire qu'on peut dire que Titan a une atmosphère plus grande, plus épaisse. Tout à fait. Que. Oui. D'accord. Et en fait, elle s'étend même jusqu'à 1500 km. Elle a été déjà détectée lors de la descente de Huygens. Il y a eu du freinage en fait sur la sonde. La sonde a été décélérée, donc on sait déjà que l'atmosphère avait une certaine densité à 1500 km d'altitude. Donc 3 fois plus haut que ce qu'on a sur Terre. Donc, 3 fois plus haut pour une masse de Titan qui est beaucoup plus petite que la Terre. Beaucoup plus petite, oui. On va y venir à la fin sur Titan spécifiquement dans l'atmosphère, mais oui, c'est une atmosphère assez impressionnante. Donc là, voilà, tu nous as décrit donc Huygens, Cassini, et juste donc Cassini a été envoyé en est arrivé sur le système en 2004, oui. Voilà. Et donc l'atterrissage de Huygens, qui était l'atterrisseur, a eu lieu en janvier 2005. En janvier 2005. Voilà. Vers l'équateur. Et ce qui est vraiment très intéressant avec la mission Cassini, donc c'est qu'elle a continué. Donc elle était en orbite autour de Saturne. Donc elle a fait des survols de tous les autres objets, enfin en tous les cas une très grande partie, dont 127 survols de Titan, parce que c'était vraiment un objectif un des objectifs principaux de la mission. Et elle s'est étendue en fait finalement sur 13 années au total. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça a permis d'étudier 2 saisons complètes du système de Saturne et ce qu'on pouvait pas faire, ce qui a jamais été fait auparavant. Donc ça a permis d'apprendre énormément de choses sur les changements saisonniers et de Saturne et de Titan et puis de voir des variations dans les anneaux, etc. Et Huygens, lui, quant à lui, il s'est arrêté beaucoup plus vite, ouais. Il est descendu dans l'atmosphère de Titan pendant 2h30 à peu près, le temps de descente, et puis il a survécu à la surface un peu plus longtemps que ce qu'on pensait. D'ailleurs, en fait, c'était un module de descente au départ. Il était même pas prévu pour atterrir, c'était un peu la cerise sur le gâteau, et il a survécu 2 heures à la surface, donc il a pu accumuler des données. Voilà, c'est une vie courte mais intense. D'accord. Et riche.
Voilà. Et donc effectivement, tu nous as parlé des magnifiques photos, effectivement. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui, vous êtes sans doute d'accord, qui a fait les plus belles photos qu'on ait actuellement des planètes viennent de la mission Cassini, tous les satellites, etc. Moi, je me rappelle d'ailleurs quand j'étais en thèse, j'avais une photo d'Encelade sur la porte de ma chambre. Beaucoup de gens ont vu ces photos-là avec les ombres des anneaux sur les planètes, et je vous encourage à aller les regarder si vous les avez jamais vues. D'ailleurs, moi, à ce propos, un des billets que j'avais fait sur mon blog lors de la création de ce blog, enfin très très peu de temps avant, c'était une vidéo. Et si je me trompe pas, en fait, la plupart des images qui étaient fournies de Cassini étaient fournies très très rapidement, de manière ouverte, c'est-à-dire non traitée. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi il y a eu énormément de personnes qui ont fait des films, des traitements vidéo. Les images d'Huygens. Ouais. En fait, de Huygens et de Cassini. Enfin, moi je me souviens de l'approche vers Saturne, donc ça j'imagine que c'est Cassini. Oui. J'ai partagé une vidéo dans laquelle on voyait vraiment l'approche de Saturne, et j'avais l'impression de voir un film de science-fiction. Vraiment, c'était impressionnant. Je sais que les images d'Huygens, elles ont fuité un peu indépendamment de la volonté, mais ce qui a été en fait assez bénéfique parce que plein d'astronomes amateurs s'en sont emparés et ont fait des films et des vidéos, ont traité les images beaucoup mieux que n'importe quel chercheur européen. Pendant très longtemps, en fait, ces images-là qu'on a montrées, des images qui avaient été traitées par des amateurs. Je crois même que le premier panorama de Huygens, en fait, c'était un amateur qui s'était sorti. On va parler un petit peu peut-être de la planète avant de rentrer, donc pas trop, parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus les satellites. Qu'est-ce qu'on retient s'il y avait chacune peut-être une découverte sur Saturne importante qu'il faudrait retenir sur ces 10 ans de mission? Bon, moi je parlerais plutôt de l'atmosphère du coup. Il y a eu une grosse tempête qui a été vue, qui est apparue fin 2010. Et en fait, on a eu de la chance finalement pendant la mission Cassini, c'est une tempête qui apparaît régulièrement tous les 20-30 ans typiquement. Et ben là, il se trouve qu'elle est apparue en plein milieu de la mission et elle a donc pu être suivie pendant 7 mois à peu près. C'est maintenu 7 mois. Et donc on a pu voir comment elle s'est formée, comment finalement elle s'est disloquée et puis elle a disparu. Ce qu'on pouvait pas voir nécessairement sur les tempêtes précédentes vu que c'était observé depuis le sol. Et pour la première fois, il y a de la glace d'eau qui a été détectée en fait dans cette tempête. Et ça, c'est vraiment important parce qu'habituellement, la glace d'eau, on la voit pas. Donc, elle avait jamais été vue sur Saturne parce elle condense très profondément. Donc, Saturne, on l'a pas dit, mais c'est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre ne l'est du Soleil. Donc, il fait beaucoup plus froid. Et voilà. Donc, la glace d'eau condense très bas. Et grâce à cette tempête, en fait, il y avait eu des ascendances très puissantes d'air et ça a amené cette glace d'eau à très haute altitude. Et c'est pour ça qu'elle a été détectée. Donc, ça montre vraiment à quel point il peut y avoir des moments où l'énergie en fait de Saturne va être relâchée dans ces zones d'ascendance comme des orages vraiment gigantesques qui feraient 10 fois en termes d'épaisseur les orages terrestres et donc ça donne des informations sur la dynamique globale et aussi la composition qui est un peu plus à l'intérieur en fait de Saturne. Donc ça c'était un résultat assez étonnant parce que finalement elle n'était pas attendue à ce moment-là cette tempête là. Donc ça c'était une première chose et une autre chose assez rigolote et vraiment intéressante scientifiquement, c'est les ondes. Donc les anneaux ont été vraiment scannés, observés par Cassini et en fait il y a eu des ondes du coup qui ont été observées et donc on s'est rendu compte que ces ondes elles suivaient en fait des patterns, des sortes de structures sur Saturne et ça peut donc pourquoi c'est parce qu'en fait ces structures dans l'atmosphère de Saturne vont modifier légèrement le champ de gravité de la planète et ça va avoir un petit impact sur les orbites des grains des anneaux. Et donc ça va créer des ondes et comme ça on peut suivre finalement faire un peu comme de la sismologie de l'atmosphère de Saturne en voyant sur les anneaux des signatures, donc qui vont être des ondes avec des fréquences différentes qui sont directement liées à ce qui se passe dans l'atmosphère. C'est des ondes selon quel plan par rapport aux anneaux, c'est perpendiculaire ? C'est dans le même plan.
C'est dans le même plan. D'accord. Après, Donc, ouais. Après, il y en a d'autres aussi qui sont en dehors, donc qui montent, comment dire. Bon, les anneaux, typiquement, ils font 10 à 20 mètres d'épaisseur, et il y a des endroits où il y a des colonnes, en fait, qui s'étendent beaucoup plus haut. Donc ça, c'est d'autres types d'ondes. Et je suis pas sûre qu'on connaisse bien l'origine, en fait, de ces ondes-là. Finalement, elles ont été observées grâce à l'équinoxe, en fait, pendant l'équinoxe. Donc elles ont été vues parce qu'elles ont été illuminées, en fait, par le côté, finalement. Ces structures très verticales. Et je pense, oui, qu'on connaît pas l'origine, en fait. Donc ça, c'est vraiment grâce encore à la mission Cassini. Et t'as commencé à parler des anneaux, et c'est vrai que c'est assez caractéristique, parce que c'est finalement c'est quelque chose qui est très caractéristique d'une planète maintenant. Je regardais par exemple sur mon téléphone, quand vous mettez l'emoji planète, bah elle a des anneaux, cette planète. Or, en fait, c'est pas quelque chose qui est super fréquent dans le système solaire, les anneaux. Est-ce que toutes les planètes ont des anneaux? Est-ce que la Terre a des anneaux? Toutes les planètes géantes du système solaire, en tout cas, ont des anneaux. Donc Jupiter, Uranus et Neptune aussi. Alors ils sont moins impressionnants et de loin, et moins massifs et moins brillants que ceux de Saturne. Les anneaux de Jupiter, à l'œil nu, ils sont complètement invisibles. C'est de la poussière assez sombre et très diffuse. Ceux d'Uranus, on les a vus il y a pas longtemps, là, grâce au James Webb Space Telescope. C'était la première détection de ces anneaux? Non, on les avait vus pour la première fois, c'était dans les années 80 grâce à la sonde Voyager 2, mais on les avait pas revus depuis. Le James Webb a aussi réobservé les anneaux de Neptune, qui sont en fait, pour beaucoup, ils sont tronqués. On parle plus d'arcs ou de cordes, et dont d'ailleurs, un des grands co-découvreurs des anneaux de Neptune, c'était André Braic, à qui on a dédié ce livre. Donc non, c'est un phénomène assez répandu. Il y a même Chariklo, c'est un objet transneptunien, donc au-delà de Neptune, sur lequel on pense avoir détecté, autour duquel on pense avoir détecté des anneaux. Donc même des non-planètes, même des corps petits peuvent avoir des anneaux. Alors là, moi, je suis très très perturbé par j'apprends qu'il y a des arcs, donc pas des anneaux complets, mais donc ils tournent autour de la planète. Ils tournent, mais c'est comme si, oui, il manquait une partie. Je suis pas sûre qu'on comprenne bien leur formation, et je me souviens en ayant justement lu les interprétations des images collectées là par le James Webb sur Neptune, qu'on avait remarqué des changements. Il y avait un des arcs d'ailleurs qui avait été, je crois que c'est celui qui avait été aussi co-découvert par Cécile Ferrari, et donc qu'ils avaient baptisé Courage parce que ça commence par un C. Et il avait disparu. Le Courage avait disparu. Donc en plus, c'est des structures qui sont pas forcément très stables dans le temps, mais encore une fois, on a l'observation des années 80 de Voyager 2, et puis maintenant celle du James Webb. Donc pourquoi il fallait que ça commence par un C? Parce que Cécile Ferrari, ça commence par un C. J'y suis. Ils auraient pu l'appeler Cécile, mais ils ont appelé Courage. Et c'est pas lié à l'âge de l'anneau? En gros, les anneaux, ça fait complet, et en fait, un arc, ce serait un jeune anneau en formation? Je pense que c'est plus compliqué que ça. Ça doit être plutôt lié à des instabilités, parce que comme on voit sur finalement même pas 40 ans, des anneaux qui ont changé, et d'ailleurs ils pensent en avoir découvert un nouveau autour de Neptune. Enfin voilà, donc ça semble être assez mouvant finalement, et en tous les cas à l'échelle de quelques décennies. Donc alors que les anneaux de Saturne, il y a l'âge qui est pas encore très bien connu, mais c'est au moins des centaines de milliers d'années. Donc on n'est pas sur les mêmes échelles. Donc là il faudrait inviter des collègues spécialistes de ça. Il y en a à l'observatoire d'ailleurs. Donc sur ces anneaux, est-ce qu'on a une idée parce que du coup c'est une planète qui a à la fois des anneaux et des satellites, d'ailleurs pas comme toutes les géantes gazeuses, voilà. Est-ce que il y a un régime séparé? Est-ce que quand on est proche, on a des anneaux, quand on est loin, est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Et du coup, est-ce que ces anneaux finalement sont des sortes de satellites qui seraient arrivés trop proches? Est-ce qu'on pourrait dire ça, ou? Ce qu'on peut dire, c'est que oui, il semblerait qu'il y ait une limite quand même assez claire entre le monde des anneaux et le monde des satellites. Donc les anneaux, ils s'étendent entre 70 000 km jusqu'à 140 000, 75 000 km du centre de Saturne jusqu'à 140 000 km du centre. Donc ils s'étendent sur environ 70
70 000 km, je vais y arriver, sachant qu'ils ont une épaisseur qui est en moyenne de moins de 10 mètres. Donc c'est des structures extrêmement fines. Pour donner un référentiel, c'est 6400, c'est le rayon terrestre, donc ça veut dire que c'est des structures qui font 7 ou 8 fois en rayon terrestre en termes de largeur. Ouais, c'est très très large. Je crois que c'est Sébastien Charnoz qui dit qu'une bonne analogie, c'est 10 000 fois ou au moins 1000 fois plus fin qu'une feuille de papier, quoi, pour se rendre compte de la finesse. Et effectivement, il semblerait que à la limite entre donc ce monde des satellites et ce monde des anneaux, il y a ce qu'on appelle la limite de Roche, en fait, qui est environ à 2,5 fois le rayon saturnien, qui correspond à l'endroit où les forces de destruction liées aux forces de marée de Saturne se compensent avec les forces d'agrégation, les forces de cohésion de la matière. Donc pour le dire simplement, en fait, quand on a des particules qui sont en dessous de cette limite de Roche, plus près de la planète, elles tournent assez rapidement, et donc quand elles se rencontrent, si elles se rentrent en collision, elles vont avoir des vitesses qui sont supérieures à la vitesse de libération. On connaît un peu cette notion-là. Du coup, elles vont jamais s'agglomérer, jamais se fusionner. En revanche, quand on est donc au-delà de cette limite de Roche, les vitesses orbitales des particules sont en dessous de cette fameuse vitesse de libération, et elles peuvent se rencontrer et s'accoupler, quoi, si j'ose dire, et former des satellites. Et donc c'est très séparé sur le système. Il y a les anneaux, et puis au-delà il y a les satellites, et il n'y a pas d'anneaux au-delà des satellites ou... Alors, déjà, il y a des arcs. Moi, je vais y revenir, c'est ma découverte du jour. Hein. Sur Saturne, il y a pas d'arc, mais il y a quelques anneaux diffus au-delà de ce qu'on appelle les anneaux principaux. Donc, il y a l'anneau E et l'anneau de Phoebe essentiellement, mais c'est ce qu'on appelle des anneaux de poussière, et qui sont, l'anneau de E est très très particulier, c'est un anneau qui est alimenté par les geysers d'Encelade, donc on va en reparler d'Encelade, mais Encelade est actif. Il y a des geysers qui expulsent des particules de glace et qui vont former en fait un anneau autour de l'orbite d'Encelade. Donc ça c'est l'anneau E. L'anneau de Phoebe, c'est l'érosion d'un satellite très sombre qui est très très loin de Saturne, qui on pense, ou peut-être qu'il a subi plein de collisions, qui a créé cet anneau de poussière. Mais c'est pas c'est pas comme les anneaux principaux. Et dans les anneaux, quand même, pour être tout à fait honnête, il y a quelques lunes, des lunes mineures, des petites lunes qui sont là comme coincées par des effets de résonance de mécanique céleste, ou alors qui sont éphémères, qui apparaissent, qui disparaissent. Donc il y a par exemple, il y a Pan, il y a Atlas, il y a Daphné, et il y a, on pense aussi, plein de petites lunes, peut-être plusieurs centaines, qu'on ne voit pas mais qu'on devine parce qu'il y a des structures en hélice qui sans doute, on les explique par l'existence, l'interaction de petites lunes qui feraient moins de 500 mètres, donc on peut pas les voir, on les voit pas, mais qui interagissent avec les anneaux et qui créent ces structures en forme d'hélice. D'accord. Donc il y a des spirales, il y a des arcs, il y a des hélices dans les anneaux, donc c'est assez beau. Du coup, les hélices, elles se manifestent comment? J'arrive pas très bien à me représenter. En fait, ça fait comme des sillons où il y a moins de matière, donc des sillons noirs, mais en forme d'hélice, quoi. D'accord. Et ça, c'est inexplicable que si localement il y a en gros, c'est le passage d'un satellite. Voilà, un petit satellite qui interagit et qui repousse en fait la matière autour, et avec la rotation, ça fait cette forme particulière. En fait, c'est des modèles qui arrivent à reproduire en tout cas ces structures. Ok. Voilà, du coup, on a déjà beaucoup parlé, mais les satellites, les satellites, donc pour vous rappeler, oui, c'est vrai qu'on a déjà beaucoup parlé, mais peut-être on l'a pas défini, c'est donc ces objets qui tournent autour des planètes. Donc nous, on en a un qui s'appelle la Lune. Est-ce que donc combien y en a-t-il pour le système saturnien, et comment est-ce qu'il s'appelle, gros? Alors j'ai vérifié avant de venir, parce que quand on a écrit le livre et qu'on l'a publié, il y en avait 82, et là on en est à 146. D'accord, faut écrire un addendum. Ouais, voilà. Vous avez écrit le livre en combien de temps? Non, mais en fait, il y a eu une énorme moisson de découverte de nouvelles lunes il y a quelques mois seulement. Donc je crois qu'ils en ont découvert 50 d'un coup. Après, il faut bien comprendre, les nouvelles lunes qu'on découvre, c'est ce qu'on appelle des lunes irrégulières, qui sont en fait les lunes les plus nombreuses dans le système solaire, qui sont des lunes qui sont éloignées de leur planète à plusieurs millions de kilomètres, donc qui orbitent en plusieurs années autour de la planète, qui sont souvent sur des orbites un peu inclinés, un peu excentriques, parfois rétrogrades, donc qui vont dans le sens inverse de la planète. Et en fait, ces lunes-là,
Elles sont en général, elles sont plus petites, elles font moins de 10 km à quelques exceptions près, elles sont sombres, voilà, elles sont plus dures à observer, mais avec les techniques d'observation qui s'améliorent, on les voit, et quand on en voit 50 d'un coup. Donc le compteur peut monter d'un seul coup. Donc c'est les lunes les plus nombreuses de Saturne, ce sont ces lunes irrégulières. Mais c'est pas forcément les plus fascinantes, à ce stade. On a bien sûr la plus grosse lune de Saturne qui est Titan. On va en reparler. Autour de Titan ou devant Titan, c'est-à-dire plus proche de Saturne, on a 5 lunes régulières, donc Mimas, Encelade, Thétis, Dionée et Rhea, qui elles, en font entre 400 et 1500 km de diamètre pour donner un ordre de grandeur. C'est quoi par rapport à la Lune, par exemple ? C'est plus petit que la Lune. Encelade fait 500 km de diamètre, c'est la distance Paris-Brest, donc c'est quand même assez petit. Mais c'est des mondes bien sphériques, c'est des objets suffisamment massifs pour être ce qu'on appelle à l'équilibre hydrostatique, donc c'est-à-dire former des belles sphères bien rondes. Pas des patates. Pas des patatoïdes, voilà. Et puis elles sont essentiellement, en tout cas à plus de 50% constituées de glace, donc très 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 brillantes. Et puis on a quelques lunes, on a Japet un peu plus loin aussi qui a une forme régulière, et puis quelques lunes biscornues comme Hyperion. Et puis les lunes mineures dont on parlait, qui sont un peu nichées, coincées dans les anneaux. D'accord. Et puis donc je vous parlais effectivement d'Encelade là au début là, donc il y a une photo qui est assez connue effectivement où on voit cette surface d'Encelade avec donc ces grands rifts bleutés d'où sortent une matière. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de particulier sur ce satellite ? On a un petit peu parlé avec ces geysers tout à l'heure qui créent l'anneau E là. C'est un des objets du système solaire les plus actifs. Donc après Io, je mettrais Io en premier, la Terre, probablement Vénus. Donc Io, c'est un satellite de Jupiter, ouais, oui. Qui est très proche, qui est pas du tout un satellite glacé, qui est très proche de sa planète et qui en fait comme Encelade subit les forces de marée de la planète, qui le déforme, qui le tiraille et qui crée et génère une chaleur interne qui sur Encelade va se traduire par déjà l'existence très probable, même avérée, d'une couche liquide, donc d'un océan liquide sous la surface, sous la croûte de glace, et l'éjection donc de panache de matière depuis ce qu'on appelle les rayures du Tigre, donc ces 4 même grandes failles au pôle sud d'Encelade, d'où émanent ces geysers. Et donc la mission Cassini a pu capturer en image ces geysers qui éjectent. Alors c'est pas tant que ça, mais c'est plusieurs peut-être centaines de kilos de glace. C'est essentiellement de la glace, pas que, mais par seconde. Mais on les voit très bien quand c'est à contre-jour, c'est-à-dire quand le soleil était derrière Encelade. Là on les voit, c'est là où on a pu avoir les plus belles images de ces geysers. Tu as parlé de certains exemples de volcanisme. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans le système solaire ? Est-ce que c'est rare ? Pas tant que ça. Et surtout, pendant longtemps, on a cru que c'était réservé aux grandes planètes, qui avaient accumulé suffisamment de chaleur pendant leur phase d'accrétion et d'éléments radioactifs qui vont ensuite se désintégrer en dégageant de la chaleur. On pensait que c'était donc réservé à la Terre, Vénus. Et on expliquait le fait que Mars et la Lune étaient presque morts géologiquement, ou du moins moribonds pour Mars, par le fait qu'elles étaient plus petites. Et c'est en découvrant, je pense en premier, ces voyageurs 1 ou 2, je sais plus, les panaches aussi, les volcans sur Io, et ensuite ceux d'Encelade, qu'on a compris que même un petit corps pouvait avoir une chaleur interne. Mais l'origine de cette chaleur interne, c'est pas les éléments radioactifs, c'est pas l'énergie résiduelle d'accrétion, ce sont les forces de marée de la planète autour de laquelle ils orbitent. Donc ça va concerner des satellites qui quand même orbitent déjà proches de leur planète. Donc Io comme Encelade, ils font le tour de leur planète en moins de 2 jours. Donc elles sont vraiment très très proches de leur planète mère. Et en plus elles ont des orbites excentriques, c'est-à-dire allongées. Donc de temps en temps elles vont subir la gravité beaucoup et de temps en temps moins. Et ça fait que ça va les étirer ou au contraire les contracter. C'est ces déformations successives qui génèrent de la chaleur par friction. Et c'est cette chaleur générée par friction qui alimente, qui entretient une roche liquide sur Io ou de l'eau liquide sur Encelade. J'ai une question naïve, mais pourquoi il peut pas y avoir de radioactivité sur des corps satellitaires ?
Si, il y en a, mais ils sont plus petits, donc il y en a moins. Et il y a évidemment, ils contribuent au chauffage, mais en aucun cas ils peuvent expliquer il faut une certaine activité. Masse pour que on puisse expliquer le bilan d'énergie qu'on mesure. En fait, l'émission de chaleur qu'on mesure au pôle sud dans Célade, c'est équivalent à 10-15 centrales nucléaires sur Terre. Et quand on prend toute la matière rocheuse qu'on pense avoir à l'intérieur d'Encelade, on pense que c'est 50% de roche, 50% de glace, qu'on met le bon pourcentage d'éléments radioactifs, qu'on calcule l'énergie générée par leur désintégration. En aucun cas on arrive à ce chiffre. Il faut autre chose. On avait fait un épisode donc spécifiquement aussi, oui, je rebondissais sur les forces de marée pour ceux qui veulent aller plus loin, où j'avais parlé d'IO justement, c'était exactement il y a un an, c'était 483, l'épisode s'appelait Marée sur le côté, et... On a évité le pire. Merci donc pour le volcanisme, et là on va arriver au cœur de l'émission, donc vous êtes toutes les deux spécialistes en particulier du satellite Titan, qui est le plus gros satellite, et c'est aussi, comme on l'a dit, un des seuls objets du système solaire où on atterrit à ce jour, avec Mars, Vénus, Mercure et la Lune, et de loin le plus éloigné, c'est le seul objet au-delà de Mars sur lequel on a atterri. Et je voulais commencer par diffuser un son, celui du micro embarqué sur la sonde Huygens, donc au moment de la descente, pour enregistrer les vents alors que la sonde descendait dans l'atmosphère. Donc la descente complète a duré plusieurs heures, 2h30 je crois, parce que l'atmosphère est effectivement extrêmement grande, mais je lance ici les quelques minutes au moment de l'atterrissage. Bon, c'était sans doute pas l'instrument le plus utile de l'atterrisseur, mais pour moi je trouve que c'est assez immersif d'imaginer que le son qu'on entend actuellement là, enfin qu'on a entendu, c'est à peu près celui qu'on entendrait si on était en train nous-mêmes de descendre en parachute sur Titan. Et donc pour nous mettre dans l'ambiance de ce petit atterrisseur, visuellement, à quoi ressemble l'atmosphère, déjà depuis le haut de l'atmosphère, et puis le long de cette descente, en fait, qu'est-ce qu'on a vu avec Huygens? Alors, depuis le haut de l'atmosphère, finalement, Titan, ça paraît jaune homogène. Enfin, il n'y a pas de structure vraiment qu'on va voir. C'est pas du tout comme les planètes géantes où on voit des bandes, nuageuses, etc. Non, Titan, c'est vraiment globalement homogène. Et ça va être lié, c'est lié à la chimie atmosphérique. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit déjà depuis la sonde Cassini, mais c'est aussi ce que Huygens a vu en fait pendant sa descente. Donc, une sorte de brouillard, un peu plus ou moins opaque, vraiment jaune. Donc, je pourrais expliquer après pourquoi ça paraît comme ça. Et c'est seulement pendant la descente, arrivé à quelques dizaines de kilomètres au-dessus de la surface, donc je crois 70 kilomètres il me semble, où ça commence à paraître un peu moins opaque et du coup Huygens a pu commencer à voir la surface. Et donc, alors, qu'est-ce qui crée cette atmosphère jaune? Donc, c'est des petites particules, donc des brumes photochimiques, qui sont formées naturellement dans l'atmosphère de Titan. Elles sont formées simplement, enfin, on va dire simplement entre guillemets, à partir des deux molécules les plus abondantes de l'atmosphère de Titan. Donc, c'est le diazote. Donc, sur Terre, on a aussi du diazote comme molécule la plus abondante. Et par contre, la deuxième molécule la plus abondante sur Titan, c'est le méthane. Et le méthane, en fait, est très intéressant parce qu'il se casse très facilement par les photons solaires, les photons UV, voilà, qui nous abîment la peau pendant l'été, par exemple. Donc, il casse très facilement les molécules de méthane. Et ça peut se combiner, en fait, pour former des molécules plus complexes. Et donc, à la fois ce qu'on appelle des hydrocarbures, donc qui contiennent du carbone et de l'hydrogène. Et le diazote, lui, peut être brisé aussi, donc ça crée des atomes d'azote. Donc, tout ça, ça se mélange et ça crée petit à petit des molécules de plus en plus complexes qui se combinent entre elles. Et ça va former des sortes de petites sphères qui elles-mêmes vont se coller les unes aux autres et former ces aérosols, donc qui sont la brume photochimique, qui, du fait de sa composition et de ses propriétés optiques, va diffuser la lumière solaire et va donner cette couleur jaune dans l'atmosphère de Titan. Et comme ça se forme déjà à très haute altitude. Donc je vous ai dit tout à l'heure Cassini avait détecté des molécules à plus de 1000 km d'altitude. En fait, ces aérosols sont même déjà présents à cette altitude-là. Et donc du fait de cette très grande épaisseur de l'atmosphère, donc les 1500 km d'épaisseur, ça paraît totalement opaque et finalement visible, on voit pas du tout la surface de Titan. Et donc, arrivé à la surface de Titan, donc si on était sur Huygens, donc qu'est-ce qui a été vu? Donc c'est
Donc du fait de ces 1500 km d'atmosphère, plus du fait qu'on est 10 fois plus loin du Soleil que la Terre ne est du Soleil, finalement il y a moins de rayonnement, il y a 100 fois moins de rayonnement qui arrive en haut de l'atmosphère, et avec ces 1500 km d'épaisseur de brume photochimique, il y a seulement 10% de ce qu'il y a en haut de l'atmosphère qui arrive à la surface. Donc en conclusion, à la surface, il y a seulement 1000 fois moins de rayonnement solaire qu'on en a sur Terre. Donc c'est un peu comme si on était soit à l'aube ou au crépuscule sur Terre. Et ça, en plein jour sur Titan. Donc il fait vraiment très sombre. Donc c'est cette couleur jaune-orangé plutôt sombre et donc on voit en plein jour. Donc c'est pas très diversifié, disons. La composition de ces aérosols, si j'ai bien compris, c'est une chimie qui se fait un peu spontanément. Il y a une diversité, j'imagine, de molécules. Comment ça se fait que, à l'échelle de l'intégralité de l'atmosphère, ça fasse une couleur jaune? Comment ça se fait que c'est homogène, alors que j'imagine que chaque goutte d'aérosol doit être différente de la voisine? Alors, je sais pas si on peut l'expliquer très simplement en termes de composition, mais par exemple, ce qui est fait en laboratoire, c'est comme ça aussi qu'on a des informations sur la composition de l'atmosphère de Titan. Donc, dans des chambres, on va mélanger de l'azote et du méthane, on injecte une source d'énergie, donc soit des photons, soit une décharge électrique, bref, pour casser ces molécules-là, et elles s'agglomèrent. Donc, finalement, on reproduit exactement ce qui se passe dans l'atmosphère de Titan, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en changeant la composition du gaz dans ces enceintes-là, par exemple si on met plus de méthane, on va voir ces aérosols photochimiques qui ont des couleurs qui changent finalement, qui peuvent passer du jaune à l'orange au brun. Okay. Mais c'est pas pour ça qu'on a accès aux détails de quelle molécule est dedans. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle des macromolécules composées de milliers d'atomes finalement, dont on n'a pas la structure exactement. Mais parce qu'il y a telle ou telle composition de méthane et d'azote, ça explique à l'échelle macroscopique la couleur jaune. C'est ça l'idée ou... Grosso modo, mais c'est vraiment ces aérosols-là, plus leur structure et la façon dont ils diffusent la lumière, qui fait que finalement ils apparaissent jaunes. Okay. À très haute altitude, par contre, donc ils sont plus petits et ce qui se passe, c'est qu'ils vont plutôt apparaître bleus, du coup, en diffusant la lumière visible. Mais voilà, ça c'est des aspects liés à la diffusion de la lumière. Et ça, le méthane qui est dans notre atmosphère, il fait les mêmes choses ? Non, parce qu'il est pas cassé en fait. Ce qui se passe dans notre atmosphère, c'est qu'on va avoir un effet de serre, donc il va avoir un impact radiatif sur la température. Mais en fait, sur Titan, finalement, c'est pareil. Là, j'en ai pas parlé, mais s'il y avait pas de méthane sur Titan, en fait, la température serait plus basse et ça aurait un impact très important parce que du coup, l'azote pourrait condenser. En fait, on serait un peu comme dans le même cas que Pluton. Et en fait, l'atmosphère de Titan, en fait, n'existerait pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle serait extrêmement ténue. Finalement, tout serait condensé à sa surface. Parce que du coup, tout l'azote pourrait devenir liquide et dans ce cas-là, l'atmosphère deviendrait quasiment... Elle n'existerait pas. Donc, il faudrait voir si ça serait liquide ou solide en termes de thermodynamique, mais toujours est-il que l'atmosphère telle qu'on la connaît n'existerait pas. Donc, le méthane est crucial. C'est une sorte de hasard que le fait que ces deux mélanges-là, indépendamment l'un de l'autre, ne pourraient pas créer une atmosphère à ce point-là, ouais. Oui. Et donc, oui. C'est pas ma réponse. Du coup, pourquoi nous, dans notre atmosphère, ça se casse pas le méthane ? Si, je pense qu'il peut être, oui, il est quand même brisé aussi, mais il y en a déjà beaucoup moins. Donc en fait, ça n'a pas d'impact sur la chimie atmosphérique finalement. D'accord. Donc, parce que je me demandais s'il fallait pas juste braquer des gros projecteurs pour casser le méthane. Non. Après, là, en y réfléchissant en direct aussi, ce qu'on a nous sur Terre, c'est que les photons UV, ils sont absorbés par l'ozone finalement. Ah donc, oui, avant d'arriver sur la couche de méthane. Oui, qui finalement sur Terre est émis par la biologie finalement, principalement. Donc voilà, je pense qu'il y en a qui est cassé, mais de toute façon, il va pas forcément réagir aussi de façon aussi réactive, disons, que ce qu'on a sur Titan. D'accord. Et donc en dehors donc là tu nous as parlé du lander qui atterrissait, mais en fait il y a aussi plusieurs techniques qui ont été utilisées par la mission Cassini elle-même pour faire des mesures de cette atmosphère. Donc c'est une atmosphère qui est quand même un peu particulière, qui est très massive, très opaque aussi. Ça veut dire que c'est très difficile de voir à travers, en tout cas en visible. Est-ce que tu peux nous décrire quelques-unes de ces méthodes qui ont été utilisées en dehors? Donc tu nous as parlé des spectrogrammes des spectromètres de masse. Donc ça je vais pas y revenir. Mais oui, donc ça c'était pour vraiment les mesures in situ.
donc sur place, pour mesurer la composition. Et en télédétection, donc il y a plusieurs méthodes différentes. Donc la première sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, c'est vraiment l'émission thermique de l'atmosphère de Titan. Donc c'est vraiment de regarder comment, en fonction de la longueur d'onde, donc l'émission de l'atmosphère de Titan va émettre différemment. Donc ça va être totalement lié à la présence des molécules dans l'atmosphère. Donc on va avoir des signatures spectrales en fonction de la longueur d'onde qui sont juste liées à l'émission thermique de l'atmosphère de Titan. Donc soit le méthane, soit des hydrocarbures ou autres. Et ces émissions dépendent à la fois de la température et de l'abondance. Donc avec des modèles qui permettent de simuler le transfert de ces photons émis dans l'atmosphère. Donc on découpe finalement l'atmosphère en couches et chaque couche a une température, a une composition et on simule l'émission des photons dans cette atmosphère. Et on peut reproduire ce qui est observé par la sonde Cassini. Et ça nous permet de déduire des informations sur la température des différentes couches, sur la composition des différentes couches, et grâce à la longueur, en fait, aux différentes saisons qui ont été observées par la mission Cassini, on peut déduire les variations temporelles et de ces températures et de ces compositions, et effectuer des cartes, regarder comment ça s'est impacté par la dynamique, etc. Donc ça, c'est une première façon d'étudier l'atmosphère grâce à l'émission thermique. Et donc là, c'est quasiment opposé, parce qu'autant Huygens, c'était extrêmement local, là, c'est très vraiment global. C'est l'intégralité très de l'atmosphère. Et c'était vraiment le point clé, finalement, de la mission Cassini. Certes, c'était pas un orbiteur de Titan, mais elle a effectué 127 survols rapprochés, plus des survols plus distants. Donc on a vraiment eu typiquement des observations une fois par mois. Donc sachant qu'une année de Titan dure grosso modo 6 à 7 ans, donc on a vraiment pu couvrir les gros changements saisonniers de l'atmosphère. Et il y a une autre façon aussi d'étudier cette atmosphère, donc c'est via l'observation des photons, donc toujours en effectuant de la spectroscopie, mais à des longueurs d'onde plus courtes. Donc là où on va observer finalement les photons solaires qui vont être diffusés par l'atmosphère, donc ceux qui donnent cette couleur jaune-orangée à l'atmosphère. Mais si on veut sonder plus profond, parce que du coup finalement ce qu'on voit jaune c'est à un certain niveau d'altitude, on peut pas sonder plus profond, Cassini peut pas sonder plus profond, donc il faut aller dans ce qu'on appelle les fenêtres de transparence du méthane. Donc c'est vraiment le méthane qui est l'absorbant l'absorbant principal finalement dans ces longueurs d'onde là, donc en proche infrarouge, et il a quand même quelques fenêtres qui permettent de percer, d'aller voir même jusqu'à la surface en fait finalement. Donc dans des filtres bien choisis, on peut quand même voir la surface de Titan, mais c'est pas en visible, c'est en proche infrarouge. D'accord. Voilà. Et là, toujours pareil, avec en simulant donc ces photons qui vont être diffusés dans l'atmosphère par les différentes couches à différentes longueurs d'onde, on peut déduire des informations sur là où se trouvent les aérosols, comment ils évoluent dans le temps, où est-ce qu'ils sont plus denses, etc. Et voir par exemple qu'on va en avoir plus dans l'hémisphère d'hiver à cause de la dynamique atmosphérique qui va en transporter dans cette région-là, etc. Et vraiment sur la longueur de la mission, il y a vraiment eu des allers-retours à la fois entre les spectroscopistes qui ont fait des mesures en laboratoire des spectres des molécules, les modélisateurs donc qui reproduisaient les diffusions des photons dans les atmosphères, les personnes qui faisaient des expériences de labo pour mieux comprendre la composition, et en plus on n'en a pas parlé, les modélisateurs du climat de l'atmosphère de Titan. Donc comme on a des modèles climatiques terrestres, il y a des gens, il y a plusieurs grandes équipes dans le monde spécialistes de ça qui reproduisent le climat de Titan. Et ça nous a permis donc à la fois à partir des données de Cassini, on a pu donner des entrées pour ces modélisations-là, donc mieux contraindre les modèles, un peu comme on a des mesures in situ sur Terre qui permettent de mieux contraindre les modèles climatiques. Et ces modèles-là nous ont permis d'interpréter aussi nos observations, parce que d'emblée, on pouvait parfois déduire des cartes de température en se demandant, tiens, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il fait plus chaud ici, plus froid là. Si jamais c'était pas attendu, là par contre, les modèles de climat peuvent permettre d'interpréter des observations qui de prime abord paraissent pas si intuitives que ça. D'accord, oui, donc parce que là effectivement c'était aussi une de mes autres questions, c'est que t'as pas mal parlé de la chimie, puisque c'était ta spécialité, la chimie de l'atmosphère, mais il y a aussi beaucoup d'études dynamiques avec des vents, des effets saisonniers. Est-ce que il y a des choses donc t'as parlé des modèles terrestres, est-ce que c'est les mêmes mécaniques qu'on a sur Terre, ou est-ce qu'il y a des spécificités de la dynamique de l'atmosphère titanesque?
Moi je dis titanienne, mais il y a des titanesques aussi, alors il faut le dire aussi. Donc c'est un peu différent quand même que de ce qu'on observe sur Terre. Donc Titan est ce qu'on appelle un rotateur lent, donc il tourne sur lui-même beaucoup plus lentement que sur Terre. Donc il met 16 jours en fait finalement pour faire un tour sur lui-même. Donc une journée sur Titan dure 16 jours terrestres. Et donc ça c'est un premier point. Donc finalement ça signifie que dans l'atmosphère les mouvements vont pas être déviés comme sur Terre aussi efficacement vers la droite, donc lié à quand on va vers le pôle Nord, donc, qui est la force de Coriolis qui va dévier du coup les masses d'air vers l'est. Donc sur Titan, il y a un peu ce phénomène-là aussi, mais c'est lié à des mouvements qui vont de l'équateur vers les pôles. Donc en se rapprochant de l'axe de rotation, finalement, l'atmosphère va tourner plus vite. Et l'atmosphère dans son ensemble, donc bon, j'en parle pas dans le détail, mais il y a également des ondes qui font que l'atmosphère totale tourne plus vite que la surface de Titan elle-même. Et il a été mesuré, donc là pour le coup c'était pas la mission Cassini mais c'était depuis la Terre grâce au radiotélescope ALMA. Donc ça a permis de mesurer grâce au décalage Doppler des raies spectrales la vitesse des vents dans l'atmosphère à très haute altitude. Et une des découvertes vraiment étonnantes d'il y a quelques années, c'est que finalement les vents à haute altitude dans l'atmosphère de Titan tournent à presque 1000 km/h. Donc on comprend pas bien le mécanisme qui crée des vitesses si grandes de vent à si haute altitude. Et typiquement ces vents donc qui tournent d'ouest en est, donc je le rappelle vraiment sur toute l'atmosphère, diminuent leur intensité, leur vitesse diminue quand on s'enfonce dans l'atmosphère de Titan. Et il y a une couche à 70 km où en fait finalement les vents sont nuls. Et on ne sait pas pourquoi. Donc l'origine du fait que les vents soient nuls à ce moment-là, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ensuite, ça réaugmente un peu, la vitesse des vents réaugmente un peu vers la surface. Mais à la surface de Titan, en fait, typiquement, les vents sont de l'ordre de 1 km heure, quoi, 1, 2, 3 km/h. Donc c'est vraiment très, les vents sont vraiment pas forts. D'accord. Donc malgré le fait qu'il y ait de l'eau liquide, on ne peut pas faire de kite sur Titan. Alors, en fait, il n'y a pas d'eau liquide, mais il y a du méthane liquide. On n'en a pas parlé, mais alors en fait, si peut-être qu'on pourrait quand même en faire. Faudrait faire une étude parce que comme l'atmosphère est plus dense, la portance est aussi. Je savais que les questions kite résonneraient chez Sandrine, qui est une grande spécialiste. Je pense que ça n'a pas été étudié, mais c'est tout l'intérêt de la mission Dragonfly dont on parlera plus tard. C'est justement qu'il est facile de voler sur Titan. D'une part du fait que c'est une petite, donc c'est pas une planète, mais c'est un petit satellite, donc la gravité est faible, et cette atmosphère est 4 fois plus dense que sur Terre. Donc en fait, c'est plus simple finalement de voler sur Titan. Donc même si les vents sont faibles, peut-être qu'on pourrait faire du kite, ça je sais pas. Mais c'est un point important pour Dragonfly justement que les vents soient faibles. Et ce vent nul en plein milieu de l'atmosphère de Titan, ça n'a rien à voir avec, je sais pas moi, les yeux de cyclone. Non, parce que c'est vraiment étendu sur toute l'atmosphère. En fait, c'est vraiment l'atmosphère qui est entourée. Il y a une couche de vent donc nul, enfin une couche où il n'y a pas de vent, une couche voilà à la même altitude partout, et en fait les vents avec une composition particulière justement à cette altitude. Non. Bon. Non. Je lance des hypothèses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que cette couche découple en fait la dynamique atmosphérique plus profonde, donc dans la troposphère, de la couche atmosphérique avec sa dynamique propre au-dessus. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Et du coup, effectivement, je me suis trompé, j'ai dit qu'il y avait de l'eau liquide. Il n'y a pas d'eau liquide, il y a du méthane liquide. Et on va passer maintenant à Alice pour les questions sur la surface. Et je vais te poser un peu la même question. Qu'est-ce qu'on a vu en fait lors de la descente de Huygens? Donc, comme j'ai compris, donc sur les 10 premiers, sur les 100 premiers, non, 1000 premiers kilomètres, on n'a rien vu. Et puis sur les 100 derniers mètres, on a commencé à voir apparaître la surface. Et qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là, en fait? Ouais, le paysage s'est dévoilé un peu au fur et à mesure. C'est surtout, je pense, à partir de quand on est passé sous la couche de brume, donc c'est sous 70 km qu'on a commencé à deviner des structures à la surface. Le panorama qui a été le plus vu, c'est peut-être celui qui a été pris en photo à 15 km, où là, vraiment, on devine très bien des collines, ce qui ressemble à des rivières, en tout cas des réseaux de rivières, et qui vont déboucher dans une plaine qui est plus sombre, où finalement c'est là où Huygens a fini par atterrir. Donc on pense que
Huygens a atterri soit dans le lit d'une rivière asséchée, soit dans un lit de plus grande rivière. Et au loin, en fait, on l'a compris rétrospectivement. Au loin sur les images, on voit des stries sombres. En fait, ce sont des dunes géantes. On l'a pas encore dit, mais voilà, les paysages de Titan sont variés et vraiment riches et étrangement ressemblent à ce qu'on peut trouver sur Terre. Et en l'occurrence, dans la zone équatoriale, il y a des champs immenses à perte de vue de dunes qui sont comme ça parallèles entre elles, qui font plusieurs centaines de kilomètres de long, plusieurs kilomètres de large. Donc quand même, il y a du vent parce que il y a du vent qui a dû sculpter ces dunes, mais effectivement le fait que l'atmosphère soit plus dense, voilà. Mais c'est vrai que c'est un mystère, ces vents très très faibles en moyenne sur l'année, 3 km/h, et ces méga dunes, donc ce sable organisé en grandes structures. Ce qu'on pense, c'est quand même, si tu veux faire du kite, il y a des saisons privilégiées. Voilà, au moment des équinoxes, les modèles et les observations qu'ont pu faire Cassini montrent que au niveau de l'équateur, il y a des pointes de vitesse du vent qui en plus va pas dans le sens qu'il a le reste de l'année, donc des pointes à 30-40 km/h. Donc c'est voilà, peut-être le moment. Le problème, c'est que les lacs, ils sont en altitude, enfin, ils sont en grande latitude. Et donc, oui, donc tu as parlé de rivières, tu as parlé de lacs, est-ce qu'il y a un océan, est-ce qu'il y a beaucoup et quel est ce liquide, en fait, qu'on trouve sur Mars? Sur Titan? Sur Titan, ouais. Donc, oui, j'ai parlé de dunes, déjà, de montagnes, de collines, de rivières, et il y a aussi des cratères, voilà, il y en a quelques-uns, une centaine identifiés, mais pas beaucoup, et des lacs. En fait, effectivement, Titan, c'est le seul corps du système solaire autre que la Terre à accueillir des étendues liquides, mais le liquide, c'est des hydrocarbures. Donc c'est essentiellement du méthane et de l'éthane. Et ces lacs sont essentiellement confinés au pôle Nord. Il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins au pôle Sud. Et donc pourquoi le pôle Nord? Parce qu'on pense que c'est là où il y a le climat le plus humide, c'est là où il pleut le plus, voilà. Donc il pleut du méthane? Il pleut du méthane, exactement, peut-être même un peu d'éthane. Alors qu'au niveau de l'équateur, où on trouve justement les dunes dont je parlais, on a un climat aride ou semi-aride, en tout cas plus propice à ce genre de structure géologique. Donc en l'occurrence, il y a des lacs, il y a même 3 mers. Donc quand les lacs atteignent une certaine taille, on parle de mer. Donc il y a 600 petits lacs et 3 grosses mers qui ont la taille des lacs du Middle West américain, pour donner une idée. Donc au final, les étendues liquides de Titan recouvrent 1,5 fois la France. Voilà, ça donne un peu une idée. Ces grandes mers, elles ont fait l'objet quand même d'observations particulières par la sonde Cassini. Et on a même réussi sur certaines d'entre elles à mesurer leur épaisseur, l'épaisseur du liquide, de la couche liquide. Donc on a trouvé jusqu'à 200 mètres d'épaisseur sur l'une de ces mers. Donc il y a quand même il y a du liquide. Oui, c'est ce que j'allais poser. En fait, toutes ces observations du pôle, des équateurs et tout ça c'est Cassini. Alors que Huygens, lui, il a atterri où exactement? Huygens, il a atterri à 10 degrés latitude sud, donc dans la zone équatoriale, dans la ceinture équatoriale. D'accord. Et effectivement, les observations dont je parle là, ce sont des observations Cassini, et de l'instrument. Alors Sandrine en a un petit peu parlé. Donc il y avait les 2 imageurs infrarouges qui étaient à bord de Cassini pouvaient quand même percevoir la surface grâce à ces fenêtres de transparence du méthane. Et donc ils ont livré des images de la surface. Mais l'instrument qui a été vraiment conçu pour aller cartographier la surface de Titan, c'est l'instrument sur lequel j'ai travaillé et je travaille encore, donc j'ai un peu d'émotion en parlant. C'est le radar de Cassini. Et tu n'as pas encore prononcé le mot radar. Non, mais j'attendais que tu en parles. C'est l'instrument phare de cette mission. Donc il a été vraiment conçu parce qu'il y avait eu cette déception des missions voyageurs quand ils ont survolé Titan, ils se sont rendus compte qu'ils avaient aucun moyen de voir la surface. Ils savaient qu'il y avait une atmosphère, ils savaient qu'elle était opaque, mais pas à ce point-là. Et donc vraiment, c'était obligé que dans la mission qui suivait, donc la mission Cassini, il y avait un radar imageur, c'est un système actif, un radar, c'est un système qui envoie des ondes, en l'occurrence dans le domaine micro-ondes, donc longueur d'onde centimétrique, donc beaucoup plus longue longueur d'onde que l'infrarouge, encore plus que l'optique. Ces longueurs d'onde, elles passent dans l'atmosphère comme du beurre, c'est transparent, et elles vont se réfléchir, être diffusées par la surface, et le radar va collecter
la partie des ondes qui revient dans sa direction. Et de là, il y a tout un traitement des données, mais qui permet de faire des images. Donc, ces images, on n'a pas pu survoler de très très près Titan, mais au mieux, elles ont une résolution de 300 mètres. C'est limité, mais c'est quand même les images avec la résolution la plus détaillée que l'on ait de Titan. Les imageurs infrarouges, qui eux tiraient parti des fenêtres de transparence du méthane, avaient une résolution en moyenne de 4 km par pixel ou 10 km pour ISS. Donc 300 mètres, par pixel, c'est pas mal. Après, c'est seulement 20% de la surface qui a été cartographiée avec cette résolution-là, mais au moins 50% avec une résolution d'1 kilomètre. Malheureusement, à la fin, on n'a pas une carte complète de Titan, puisque Sandrine l'a rappelé, mais Cassini, c'était un orbiteur de Saturne, pas de Titan. Donc, il a fait que des survols successifs. À chaque fois, on pouvait cartographier que 1% de la surface. Et puis, on n'avait pas le droit d'observer à chaque survol. Donc, c'est comme un puzzle qui s'assemble progressivement. Il y a aussi un parti pris qui a été de, pas forcément à la fin de la mission, aller voir des zones qu'on n'avait jamais vues, mais plutôt retourner voir des zones qu'on avait vues au début de la mission, justement pour essayer de voir s'il y avait eu des changements saisonniers, puisque quasiment 2 saisons s'étaient écoulées. Donc, à la fin, on a une carte de environ 65% de la surface de Titan, mais avec une résolution qui est au moins de 1 km, on va dire. C'est une carte en noir et blanc parce que les images radar, c'est forcément en noir et blanc. C'est pas des images comme une photo, il faut être un peu aguerri pour savoir les interpréter, mais quand même il y a des choses qui se voient très bien, enfin si vous achetez le livre ou si vous allez sur internet, vous pouvez taper surface Titan et vous verrez, vous reconnaîtrez les mers très très bien, les dunes aussi. Alors moi j'ai une question naïve, mais comment ça se fait que ces longueurs de micro-ondes émises réfléchissent sur la surface de Titan et soient pas absorbées, transformées? Qu'est-ce qui fait que ces longueurs d'onde particulières sont exploitées comme radar? Oui, alors en fait, pour être tout à fait précise, il y a une partie qui va être transmise dans le sous-sol et qui va pouvoir interagir d'ailleurs avec s'il y a des structures dans le sous-sol, je sais pas, des cailloux, des couches, et qui va pouvoir être diffusée ou réfléchie aussi par le sous-sol. Et à la fin, le radar il réceptionne tout ça un peu en même temps. Qu'est-ce qui fait en fait, ces ondes-là, elles réagissent quand il y a eu ce qu'on appelle un contraste de permittivité électrique, c'est-à-dire une différence de composition. Ouais, j'avais envie de dire un gros pour réveiller les gens, mais effectivement quand il y a une différence de composition, là tout d'un coup on passe de l'air à un sol soit de glace soit recouvert de matière organique, parce qu'on l'a pas encore dit, mais en fait tous les aérosols dont parlait Sandrine tout à l'heure, au fur et à mesure sédimentent à la surface de Titan, qui est comme recouvert comme ça d'une suie organique. Donc Titan, sa croûte c'est de la glace, mais en fait la glace elle affleure, on n'en a pas détecté tant que ça. Bon, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens pour détecter la glace, mais on a peu d'indices de la présence de la glace à la surface. De glace de méthane. De glace d'eau. Non, de glace H2O. Oui, Titan, c'est comme tous les autres satellites principaux de Saturne. C'est vraiment au moins 50% de glace, quoi. Donc sa croûte, c'est de la glace d'eau. Et cette croûte, elle est recouverte de matière organique, des aérosols qui sédimentent, qui sont formés par photodissociation dans l'atmosphère de Titan et qui sédimentent à la surface. Et donc effectivement, quand il y a un contraste entre deux compositions différentes, elles se réfléchissent. C'est la théorie de Maxwell, c'est les lois de Snell-Descartes, voilà. Ouais, super. Ouais. Me bien. Non, mais en gros, c'est à peu près le même phénomène quand, par exemple, on voit la lumière à travers un verre d'eau, c'est ça, c'est ce genre de choses. Alors à travers un verre d'eau, c'est plus comme quand on éclaire un miroir ou quand on éclaire une surface et il y a une partie de la lumière qui revient, c'est ou comme un flash. En fait, l'image qui peut être prise, c'est tout est dans le noir et un flash, et en fait le flash, ce serait l'équivalent des ondes que le radar envoie, parce que c'est vraiment par rapport à tous les instruments dont on a parlé jusqu'ici, c'est un instrument actif. Donc il a sa propre source d'énergie. C'est pas la lumière du soleil qui regarde ou comment elle est diffusée, comment elle est réfléchie, c'est les ondes qu'il envoie. Donc le flash, quand il éclaire une scène qui est dans l'obscurité, finalement on va voir toutes les zones dans cette scène qui soit sont lisses, soit sont rugueuses, mais qui vont renvoyer une partie de cette lumière dans notre direction.
c'est le même principe, la même idée. Merci bien pour très complet. Et je voulais finir aussi parce qu'on a un peu parlé de volcanisme ce soir. Est-ce qu'il y a du volcanisme sur Titan ? Oui ou non ? Est-ce qu'on s'y attendait ou pas ? Je vais dire, on ne sait pas. D'accord. On pense parce que, pour une raison très simple, Sandrine aussi en a parlé. Donc, dans l'atmosphère de Titan, il y a du méthane, mais la durée de vie du méthane dans l'atmosphère est très courte. Je sais plus combien c'est. 10 millions d'années. C'est ça, exactement, 10 millions d'années parce qu'il est cassé. Ouais, moi je m'attendais 3 secondes, d'accord. 10 millions d'années, très court. Bah d'accord, ok. Non, c'est court. À l'échelle du système solaire, c'est très court parce que, donc on le disait, il est cassé notamment par les photons UV du Soleil. Et pourtant, on en détecte jusqu'à 5% dans l'atmosphère de Titan. Donc, soit on est à un moment particulier d'histoire de Titan où elle a du méthane et elle est en train de le perdre, ce qui paraît quand même un peu probable, soit il y a un mécanisme qui permet de renouveler le méthane de l'atmosphère. Et le mécanisme naturel auquel on pense, c'est le volcanisme. Dans le cas de Titan, on va parler de cryovolcanisme parce qu'il fait très froid et parce que la lave, c'est pas du basalte. La lave, c'est de la glace d'eau fondue, chaude. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on pense que en tout cas, il y a un mécanisme de dégazage. Mais il faut dire que pendant toute la mission Cassini, il y a plusieurs édifices à la surface, des espèces de montagnes qui ont été identifiées ou présentées comme de potentiels cryovolcans. Mais on n'a pas de preuves irréfutables. Il y a un édifice qui est particulièrement convaincant, mais on n'a pas détecté de points chauds. On n'a pas détecté d'émissions d'éruptions. On n'a pas vu de changement, en tout cas clair à la surface. On n'avait pas forcément les moyens de les voir aussi. Mais donc, pour moi, la question elle est encore en suspens. C'est très probable, mais pour l'instant, c'est pas démontré. D'accord. Eh ben, je vous remercie. Et je voulais passer un petit peu à donc ce qui s'est passé un peu depuis la publication du livre, donc l'année dernière. Je sais qu'on a reçu des images de Titan grâce à James Webb. On en a un petit peu parlé. Donc James Webb, c'est ce grand satellite qui orbite pas très loin de la Terre, en comparaison, mais qui a pris des images, qui a été envoyé il y a 2 ans maintenant exactement, et qui a pris des images de Titan. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau ? Ce qui a été intéressant, c'est de voir des nuages en fait qui ont été observés au pôle Nord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'attendait à voir à la fin de la mission Cassini parce que c'était le début de l'été dans l'hémisphère Nord. Mais on s'attendait quand même à les voir plus tôt que ça. Et en fait, à la fin de la mission Cassini, finalement, ils n'étaient pas vraiment apparus. Donc ça a été vraiment important de voir que finalement, quelques années après, ils étaient quand même là, comme prévu par les modèles de circulation générale, donc les modèles climatiques dont je parlais tout à l'heure. Donc le James Webb aussi a une sensibilité vraiment très grande et a une résolution aussi spectrale qui est meilleure que celle qu'avaient les instruments de Cassini. Et du coup, finalement, il y a des signatures en fait spectrales qui sont observées qui n'étaient pas observées par Cassini. Donc il y a quand même des choses à analyser, à creuser. Et puis, si il est possible d'avoir d'autres observations, on pourra faire un peu d'évolution temporelle, voire continuer à étudier le cycle saisonnier de Titan, ce qu'on ne peut plus faire depuis que Cassini n'est plus là. Encore une question naïve, mais si on avait utilisé Hubble pour faire des images de Titan, ça aurait servi absolument à rien. Hubble, il me semble qu'il avait que des... Est-ce qu'il avait des caméras infrarouges ? Non, Hubble, c'est quand même très visible oui. Et très proche infrarouge. Donc oui, il y a peu de choses. Il y avait quand même, il y a quand même eu des cartographies en fait en proche infrarouge qui avaient été faites par Hubble. Et je pense qu'on voyait des nuages avec aussi. Ouais. Vous en montrez une, je crois, dans le livre. Dans une fenêtre de transparence. Donc ça aurait pu être possible aussi. Ouais. Voilà. Et du coup, je pense pour conclure, quand est-ce qu'on y retourne ? Quelles sont les prochaines missions qu'on va envoyer là-bas ? La prochaine grande mission, du coup, c'est celle sur laquelle Alice et moi on travaille. Donc évidemment, il y a des centaines de personnes dessus. C'est une mission de la NASA qui s'appelle Dragonfly. Donc c'est un drone qui va voler à la surface de Titan, dont l'objectif est vraiment d'étudier l'habitabilité de Titan, c'est-à-dire jusqu'où la chimie en fait est allée à la surface de Titan, sachant qu'en plus on sait qu'il y a de la glace d'eau, donc comme l'a dit Alice, il y a ces aérosols photochimiques, donc cette matière organique,
Et donc Dragonfly va aller dans un cratère où juste après en fait l'impact, il y a pu y avoir de l'eau liquide en raison de l'échauffement lié à l'impact lui-même. Donc on estime pendant quelques centaines voire milliers d'années, il y a pu y avoir de l'eau liquide avec ces aérosols de matière organique, ces aérosols photochimiques qui auraient pu se mélanger à l'eau. Et ça, on sait qu'en laboratoire, si on mélange donc ces aérosols dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont formés dans des chambres où on mélange des gaz et des sources d'énergie, donc qui donnent ces aérosols de couleur jaune à marron. Si on les mélange cela avec de l'eau, en fait, en quelques dizaines de jours, finalement, ça crée des molécules beaucoup plus complexes qui sont d'intérêt, comme des acides aminés, etc. Donc, qui sont d'intérêt pour la chimie prébiotique. Donc, voilà, en gros, ce que va faire l'objectif très global de Dragonfly, qui va décoller en 2028 et devrait arriver en 2034, du coup, dans Titan, soit exactement une année titanienne après Donc ça, c'est Cassini. l'atterrisseur, et ce serait pareil, un même couple Cassini-Huygens, ou juste... Non, alors, c'est très différent. Là, c'est vraiment une seule plateforme. D'accord. Mais c'est pas un atterrisseur, c'est un drone. Donc c'est une plateforme qui va pouvoir se mouvoir et aller visiter plusieurs sites en fait. Donc c'est vraiment un gros drone. D'accord. Quelle taille environ? Alors quelle taille? Il fait jusqu'à 4 mètres d'envergure, 800 kilos. Donc c'est un hélicoptère en fait. C'est une voiture compacte. Ouais. Qui vole. Qui vole, mais on l'a comme dit, voilà. Mais qui vole. L'atmosphère de Titan est entre 4 et 5 fois plus dense que celle de la Terre. La gravité est 7 fois plus faible. C'est parfait, quoi. C'est idéal pour voler. Donc là, le parti pris, c'est de faire des analyses in situ, justement pour essayer de comprendre ce que disait Sandrine, le niveau de complexité qu'a atteint la matière organique sur Titan. Donc on va collecter des échantillons du sol. Et on embarque évidemment un laboratoire d'analyse chimique qui va pouvoir dire, tiens, est-ce qu'il y a des acides aminés, des protéines, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, quelles molécules complexes sont présentes à la surface de Titan, et notamment près de notre destination finale qui est donc un cratère d'impact assez frais. Donc ça veut dire jeune, qui a eu lieu, enfin quand on dit jeune, ça veut dire plusieurs dizaines de millions d'années quand même, mais où on sait que dans un passé pas si lointain, il y a eu de l'eau liquide à la surface en interaction avec la matière organique. Donc on va essayer de récolter en fait les résultats des réactions chimiques qu'on puisse produire pendant cette période. Dans quelle mesure les résultats là qui ont été faits sur le drone martien ont pu renseigner, vous aider pour Dragonfly? Si ça aide, en fait, évidemment, Dragonfly, c'est un énorme drone qui va être en navigation autonome. On peut pas le piloter à distance. Okay. Il faudrait 3 heures aller-retour au signal minimum. Donc, évidemment, on va lui dire quoi faire d'un jour sur l'autre, d'un jour titanien sur l'autre. Mais quand il sera en vol, il sera en autonomie totale. Et même le premier atterrissage, ça va être un des moments les plus angoissants pour nous, enfin, de notre carrière, on va dire. Il va avoir 2h30 de descente, et à la fin, il devra décider tout seul où atterrir. Donc, vraiment à l'aveugle avec ses caméras. Donc, tout ce qui a été fait par Ingenuity sur Perseverance, notamment en termes de traitement d'image pour la navigation autonome, et bien ça renseigne, ça aide à améliorer les modèles, à améliorer la chaîne de décision, qui, à partir des images qu'il prendra, va lui permettre de bien identifier l'endroit où il peut se poser de façon la plus sûre possible. Donc ça aide, de ce point de vue-là. Même parce que après les dimensions n'ont rien à voir. Bah, j'imagine l'atmosphère est pas la même. Ingenuity c'est 2 kilos, mais Mars, 2 kilos contre 800. Mais bon, là ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout le processus de traitement d'image pour la navigation autonome. Très bien, et merci beaucoup. C'était un bref aperçu du livre très complet Les Mondes de Saturne, qui est disponible chez Belin depuis l'année dernière. Et je voulais un peu conclure cette interview parce que j'ai vu la dédicace que vous avez marquée au début. Donc c'est un astronome que tu as mentionné qui s'appelle André Braic. Qui est cet astronome, et qu'est-ce qu'il représente pour votre génération donc d'explorateurs du système solaire? Déjà, pour nous, c'était notre prof, finalement, déjà, voire même avant, à la fac aussi. C'était quelqu'un qui avait un enthousiasme incroyable pour faire passer, en fait, les messages liés à l'astrophysique, mais plus particulièrement à la planétologie. Et voilà, donc c'était un planétologue hors pair, et qui était toujours, pour qui c'était vraiment toujours très important de transmettre la science, la méthode scientifique, et c'était un enseignant incroyable. Donc voilà.
Et drôle. Et il manque beaucoup. Il manque beaucoup aussi, voilà, pour passer comme passeur de science. Et en même temps, il était vraiment au chevet de la science. Il était là. Moi, je me souviens dans tous les meetings Cassini au JPL à la NASA, il était toujours là à prendre des notes et à poser des questions. Donc voilà, c'est quelqu'un qui manque. C'était aussi le directeur de thèse de Sébastien Charnoz, qui est peut-être son héritier le plus direct, en tout cas, moi je trouve. Dans la espèce de virtuosité. Je vous remercie et donc je voulais passer à la citation. Alors j'en ai trouvé une dans le livre si tu n'en avais pas, mais ma citation en fait c'est un mot, enfin des mots de Philippe Descola, donc qui est un grand anthropologue, ethnologue qui d'ailleurs je crois a la chaire d'anthropologie au Collège de France en ce moment, que j'adore écouter, lire aussi, mais écouter. Et ce que j'aime, alors bon, il l'a dit sur plein de formes. Là, je l'ai noté comme ça parce que c'était dans un podcast aussi. J'aime bien écouter les podcasts, c'est super les podcasts. Bon, on est d'accord. Hein. Donc sa citation, c'est « La nature, ça n'existe pas. C'est un concept, une abstraction, une façon d'établir une distance entre les humains et les non-humains. » Et ce qu'il explique encore mieux après, mais c'est un peu long, c'est que oui, c'est une construction en fait, la notion de nature, une construction très liée à l'Occident, et ils n'ont pas forcément la même. Par exemple, chez les Achuar d'Amazonie, qu'il a beaucoup étudié pendant sa carrière, c'est un concept en fait qui est fabriqué par les humains pour objectiver un peu les non-humains, ce qui permet de mieux les explorer. C'est ce qu'on fait un petit peu, mais c'est ce qu'on appelle aussi le naturalisme. On met un peu les choses dans des cases, et ce qui permet aussi parfois de les exploiter. Alors, je sais pas trop où je vais en venir, mais moi ça m'intéresse en fait comme idée, parce que donc la citation que j'ai mise dans la section Encelade T'es aussi tiré d'un podcast qui était tiré d'une émission de radio effectivement de Nicolas Mathieu, qui est un auteur de littérature française, qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, et il explique comment, en regardant des images d'Encelade, il a ressenti un sentiment de fraternité. Je peux la lire si tu veux. Oui, donc c'est dans le livre. Donc c'est Nicolas Mathieu, qui est écrivain français, qui a écrit prix Goncourt 2018 pour leur livre Les enfants après eux. Et donc il y a un extrait de ce qu'il dit à l'antenne de France Inter. La longue fatigue de l'âge adulte, l'aquabon qui nous prend parfois dans la salle de bain lorsqu'on écoute la matinale à la radio, et puis cette trouille à la fin pour nos mômes, nos vieux, nos lendemains, cette inquiétude qui ne nous quitte pas. Il faut bien l'admettre, tenir bon n'est pas une mince affaire. Alors de temps en temps, je regarde le village pâle et grêle d'Encelade, une de ces 80 lunes qui orbitent autour de Saturne, à 1,3 milliard de kilomètres de nous. Il y neige depuis 100 millions d'années, et sous sa surface se trouve un océan dont nous ne savons rien. Quelque part, Encelade existe. Lourde de sa masse irréfutable, obstinée dans sa rotation. J'imagine que la matérialité spéciale de ce monde, où nous ne sommes pas, sa sourde et placide indifférence. Et curieusement, je me laisse alors gagner par un immense sentiment de tranquillité et peut-être même de fraternité. Moi, j'aime bien cette idée, et pour moi, peut-être que seulement pour moi, elle rejoint ce que dit Philippe Descola sur ne pas forcément séparer, et qu'en fait, on est frères et sœurs par la matière, et que ce qu'on voit là-bas, c'est aussi nous, et nous, on est aussi eux. Et je sais pas, je suis sûre que cette vision-là peut permettre d'aborder aussi la façon dont on explore, la façon dont on pense les choses différemment. Donc encore merci à toutes les deux, nos deux invités, qui nous ont fait le plaisir de venir nous parler de Titan. Nous arrivons à la fin de cette émission saturnienne, encéladique et titanesque ou titanienne. À bientôt, et en attendant, que servir la science soit votre joie.